Voilà, de retour sur ce plateau, je vous l'annonçais, hein, je reçois notre consultant politique Agapite Napoléon Maforican pour cette soirée spéciale décryptage. Agapite Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Sire, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, je le disais, vous êtes notre consultant politique. Merci de vous prêter à cet exercice avec nous. C'est toujours un plaisir d'être en contact avec nos téléspectateurs, avec tous ceux qui aiment partager l'actualité, leur lecture de l'actualité avec nous. Donc, le plaisir est renouvelé. Voilà. Et il est de coutume, comme on le dit, hein, on attend à la veille de la célébration de notre indépendance. Le chef de l'État adresse un message à la nation. On attend dans quelques instants peut-être ce message-là. Alors dites-nous, hein, Agapite Napoléon Maforican, à quoi concrètement on peut s'attendre dans ce discours-là du chef de l'État à la veille de notre indépendance? On pourrait bien s'attendre disons, à un discours classique. On devrait s'attendre à un discours classique en la matière. Le président Talon nous a habitués à un discours très court où juste il rappelle un peu le contexte et souhaite bon anniversaire, bonne fête de 1er août à toutes et à tous. Hier, samedi 30 juillet, lorsqu'il clôturait la série des inaugurations, donc son discours au niveau du monument aux dévoués dans le jardin de Saint-Mathieu. Saint-Mathieu, oui. Dans le jardin de Mathieu. Dans le jardin de Mathieu. De Mathieu, oui, hein, oui. C'est bien ça. Oui, le jardin de Mathieu. Dans le jardin de Mathieu. Il a conclu en souhaitant une bonne fête aux Béninois. Donc, cela a pressenti vraiment, a laissé dire que c'est déjà le message qui passait ainsi. Jusqu'à présent, on n'a pas eu signe qui pourrait avoir un autre message. Bien au contraire, je pense qu'il y a une compilation donc, de ces trois activités voilà, réalisées par la direction de la communication de la présidente de la République. Je pense que ça tiendra lieu sans doute du message du chef de l'État pour le 1er août. Alors vous le disiez à l'instant, hein, Agapite Napoléon Maforican, la conclusion du chef de l'État par rapport à l'inauguration du monument aux dévoués, et vous a semblé qu'il a souhaité dire la bonne fête aux Béninois. Si éventuellement ce message de ce soir ne venait pas, ça ne vous étonnerait pas? Non, je pense pouvoir dire qu'il n'y aura pas d'autres messages. Je pense pouvoir le dire et il faudrait qu'on acte que la cérémonie, la triple cérémonie d'hier, qui a marqué le lancement de monuments importants dédiés à la République. Je pense que cette triple cérémonie, en elle seule, constitue l'essentiel de ce qu'on peut garder du message ou des messages présidentiels dans le cadre de ce 1er août 2022. Du coup, on peut comprendre que le chef d'État n'ait pas eu envie d'en rajouter et que nous soyons tous concentrés sur la portée symbolique, mais la portée politique, la portée institutionnelle et historique des événements qui se sont déroulés ce samedi 30 juillet et que chacun puisse s'en pénétrer. Lorsqu'on rend hommage à un vaillant combattant, un homme de bravoure, un homme de fierté qui a marqué son temps, lorsqu'on rend hommage à la femme intrépide qui a concouru aux côtés des hommes, à la femme qui accompagne les hommes tous les jours, à la femme qui, aux commandes, accomplit des tâches parfois plus difficiles beaucoup mieux que les hommes le font. Mais à la femme, parfois, elle est souvent reléguée au rang de seconde roue de la carrosse. Je pense, lorsqu'on a marqué une reconnaissance aux dévoués, à tous ceux qui ont servi l'État, le pays, la patrie, à ces héros-là, peut-être à des gens comme vous et moi, peut-être plus inconnus, mais qui ont marqué leur temps, qui se sont dévoués pour la République, qui ont disparu en servant la République. Lorsqu'on a vécu cette manifestation, quel meilleur message peut-on laisser? Vous pensez que tout a été déjà dit? Pour moi, je ne suis pas dans le camp présidentiel, je ne suis pas donc de l'approche de la proximité du président de la République, mais je peux le comprendre à partir du moment où lorsqu'il est fait qu'il n'y ait pas un autre message. Je peux comprendre que la densité de ce message seul suffit pour ne pas en rajouter. Quand le chef d'État va vouloir parler, il évoquera sans doute les mêmes choses. Peut-être que ceci a suffi à expliquer cela. Donc,
Nous, ça veut dire quoi? Nous devons nous concentrer sur la portée symbolique, historique et institutionnelle politique de ces trois monuments. Et que chacun se retrouve, comme l'a dit le chef de l'État, que chacun se sente Bioguera. Que chacun regarde la femme autrement, peut-être qu'il le fait aujourd'hui, en disant, mais nous sommes deux êtres. Et si on est de deux sexes différents, c'est sans doute qu'il doit y avoir une complémentarité. Et cette complémentarité se voit déjà dans la procréation, dans la génération. Qu'il n'y a pas de vie lorsqu'il n'y a pas l'homme et la femme ensemble. Et même les gens qui sont dans les travers, ils sont obligés de faire de la reproduction de nos types. Ça veut dire simplement que l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Et on dit souvent, devant un grand homme, il y a une grande dame. Se cache une femme. Devant une grande femme, se cache un grand homme également. Et donc, cette complémentarité a été célébrée. Hein, on l'a préférée, hein, au monopole. Donc, je pense résumer cela comme la célébration de la complémentarité homme-femme sur le monopole homme sur la femme, alors que tout le monde sait que dans la cité, nous concourons tous, hein, à quelque chose d'utile pour la République, pour l'humanité. Ouais. Et de l'autre côté, le monument des dévoués, ça, je pense que tout a été dit. Je pense que c'est le clou de la cérémonie de ce 30 juillet. C'est ce qu'il fallait faire. C'est plutôt une autre révolution dans l'Afrique. C'est extraordinaire tout simplement que désormais nous soyons convaincus que nous devons célébrer les nôtres au lieu de continuer à célébrer ceux des autres qui ont été utilisés pour nous abattre, pour nous conquérir, pour nous dominer, pour nous imposer une culture qu'aujourd'hui nous avons du mal non seulement à maîtriser, mais dont nous avons du mal à nous débarrasser. Donc on est un peu des hybrides qui ne savent pas où ils vont, tout simplement parce que on a envie de faire comme de singer les autres ne nous considèrent pas. L'habitude de faire comme les autres. Ils ne nous considèrent pas comme eux, parce que nous ne faisons pas exactement comme eux. Et de chez nous, nous ne gardons plus grand-chose. Voilà un peu. Alors, ce monument aux dévoués permet simplement de remémorer depuis 1960, bien avant, depuis le temps des Béanzins, peut-être, ou après les indépendances, parce que le président de la République a dit oui, Rolakoj va rester pour ceux qui ont servi la France. On va y revenir dans ceux qui ont servi la France. Voilà, globalement, pour moi, je pense que la clip cérémonie d'hier se suffit. Et comme le chef d'État a souhaité bonne année, bonne fête de 1er août à chacun et à tous, il me semble que l'essentiel a été fait. Mais malgré tout, une question quand même vient à l'esprit. Hein. Les Béninois sont habitués à ça. Et si éventuellement il n'y avait pas ce message de ce soir-là, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une façon, c'est une autre façon de faire les choses pour le chef de l'État? Vous savez, depuis l'avènement du président Talon, nous découvrons chaque jour, qu'on pouvait faire les choses autrement, qu'on pouvait mieux les faire. Le discours du 31 juillet est classique. Et ça fait tous les temps. Que ce soit les temps des errements, que ce soit les temps de la Révolution, que ce soit les différents temps du renouveau démocratique. Donc depuis 32 ans du renouveau démocratique, il y a tout ce discours attendu, dont le contenu n'est pas particulier, mais qui est attendu. Parce que normalement, à la fin, il y a la grâce présidentielle pour certains. Donc, je suis convaincu que ce soir, tous les Béninois attendent ça. Beaucoup attendent de voir quel type de grâce le président le fera quand son calendrier. Quand le moment viendra. Voilà. Donc, c'est lui qui a la prérogative de la grâce. C'est lui qui en a la discrétion. Donc, c'est lui qui sait à quel moment. Ce n'est écrit nulle part que le 31 août et que le 31 juillet, le chef d'État doit faire la grâce présidentielle, doit gracier un certain nombre de théories. Donc, c'est dire simplement que le président Talon se positionne dans une rupture continue avec certaines pratiques qui ne nous avancent pas particulièrement, qui ne sont pas aussi utiles et nécessaires à l'évolution, des pratiques dont on peut se débarrasser tranquillement sans freiner aux exigences du vivre ensemble. Ça, je pense que c'est important de le dire et de le rappeler chaque fois. Commencer par nous convaincre que oui, on peut continuer à exister en nous empêchant ces pratiques-là, et donc on peut changer de pratique, on peut changer de méthode, on peut faire les choses autrement. Et depuis 2016, on fait l'effort de faire les choses autrement. Alors, donc, que les gens n'aient pas eu leur fameux discours ce 31
des giers. Qui se contentent Qu'ils essayent plutôt se mettre à faire des cérémoniades ou à faire des supputations ou à faire des extrapolations, qu'ils essayent d'en pénétrer le sens et de relire les discours ou de réécouter ou de suivre à nouveau le discours du 30, surtout celui au monument, celui qui est prononcé au niveau du monument au dévoué dans les jardins de voilà, vous le rappeliez à l'instant même, le président Patrice Talon a prononcé ce samedi 30 un discours éponyme lors de la cérémonie de dévoilement du monument au dévoué. Nous allons revenir sur ce discours-là et on va revenir juste après ça. Merci à tous d'honorer de votre présence cette cérémonie de translation des reliques immatérielles de nos héros du monument aux morts de Plakodji à ici, au jardin de Mathieu. La présente cérémonie, plus que l'inauguration de ce monument, constitue une étape majeure dans la vie de notre pays parce qu'il s'agit de la translation, du transfert des reliques immatérielles de nos héros de l'ancien monument aux morts situé à Plakodji à ici, au jardin de Mathieu, en ce jour. Mes chers aînés et chers compatriotes, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Plakodji, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Plakodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés, ravivé nos peines, et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Il date d'avant 1903, parce que je n'ai pas la date exacte de sa construction. Pendant plus de 60 ans donc, les chefs d'État du Bénin ont, tous les 1er août, à l'occasion de notre fête nationale commémorative de notre indépendance, déposé une gerbe au pied de ce monument-là, dédié aux Français et assimilés, morts pour la gloire de la France. En réalité, ces gerbes, déposées par nos mains, ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monument aux morts est, dans la conception française, assimilé à la sépulture du soldat inconnu. L'Arc de Triomphe à Paris est un monument à la gloire de la France triomphaliste et de ses soldats morts pour cette cause. En dessous de l'arc, à Paris donc, il y a une tombe contenant la dépouille d'un soldat français inconnu. Preuve de ce que le monument aux morts français est assimilable au mausolée du soldat français inconnu mort pour la France. Telle est la symbolique des monuments aux morts français, et celui de Plakodji n'y déroge pas. Mes chers compatriotes,
comme il n'est jamais tard pour réparer, et que chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution à la construction de la maison commune, nous allons, en cette année 2022, mettre un terme définitif à une aberration qui n'a que trop duré. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Nos héros, ce sont nos soldats tombés les armes à la main pour la défense de notre pays. Ce sont aussi ceux d'entre nous, béninois, qui se sont particulièrement distingués et se sont dévoués à la cause nationale d'une manière ou d'une autre et qui ne sont plus de ce monde. Ce monument-ci est le leur. Et c'est avec le cœur autrement rempli que je reviendrai ici pour honorer leur mémoire, déposer la gerbe au nom du peuple béninois tout entier. N'ayons pas honte de ce que nous avons fait 60 ans durant en allant honorer l'envahisseur en confusion avec les nôtres. Nous sommes humains, nous sommes des hommes. C'est persister dans l'erreur qui est une faute. Aujourd'hui, c'est réparer. Et le monument aux morts français restera pour ceux qui ont servi la gloire de la France. Pour les nôtres, ce sera définitivement ici et en tout autre lieu que nous choisirons pour ériger tout monument à la gloire et à l'honneur des nôtres. Je saisis, mes chers compatriotes, avec enthousiasme cette occasion toute particulière pour souhaiter de ce lieu, le jardin de Mathieu, bonne fête nationale à tous et prier le ciel de nous accorder davantage de grâce. Vive le Bénin, merci. C'était là le discours du président Patrice Talon lors du dévoilement du monument aux dévoués. Voilà, Agapite Napoléon Maforican, vous avez suivi ce discours du chef de l'État. Quelle analyse faites-vous, par exemple, lorsqu'il affirme, je cite, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Plakodji au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. Quelle analyse en faites-vous? Oh non, tout est dit. Tout est dit. Il faut dire que ce qui m'est arrivé hier, c'est quand même ce qu'un ami a fini par dire et je me suis dit, mais bon, c'est-à-dire que le président le dise ne me dérange pas. Mais pourquoi les révolutionnaires de 72, 90, donc le régime du PRP n'y a pas pensé? Ça m'a fait quand même un effet. C'est pour montrer comment le président Talon est un président révolutionnaire. Je l'ai déjà dit sur des plateaux il y a 2 ans, il y a 3 ans, lors des premières réformes, lorsqu'on a dû aller aux élections. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait où il va et qui a de la suite dans les idées. Et la révolution qui se passe en tous les domaines. Déjà, vous voyez, en la matière, il s'est appuyé sur l'ère égyptienne, sur l'Égypte égyptienne, sur l'Égypte. C'est-à-dire qu'on ramène, vous voyez, d'abord l'obélisque, le pyramidon, disons ce qui représente l'Égypte en fait. Ce qui représente ce qui est en haut, là, ce qui est doré. De la pyramide, oui. L'obélisque est en noir. Bon, c'est un pyramidon, puis c'est une petite pyramide qui couvre. Ouais. Et quand vous rentrez dans
dans l'Égypte, dans l'histoire de l'Égypte antique, à l'ère des pharaons, vous allez comprendre un peu comment tous ces dessins, ces carreaux, ce carré dans lequel est pointé l'obélisque, et sa forme, les triangles qui s'entrecroisent, tout ça a une histoire, les couleurs. Et donc, on revient dans notre Afrique. On revient pour rendre hommage au nôtre. On ne va pas en refaire l'histoire ici, mais mon premier sentiment, c'est de dire, oui, mais en fait, quelqu'un a vu global. Le PPB, Parti de la Révolution populaire du Bénin, en 1978, a érigé, tout au moins, il y a eu le pot de première pierre donc, de la place des martyrs, de la place des martyrs qui était en face de la maison de la Révolution, de la maison de l'ONTB. Désormais, une place de souvenir. Voilà. Et la conférence nationale, encore moins inspirée, a transformé cette place en place de souvenir et a banni les martyrs un peu de sa mémoire, alors que l'idée révolutionnaire aurait pu comprendre que ces monuments qu'on dit aux morts, qui jonchent nos communes et nos grandes villes, représentaient des monuments à la gloire de l'envahisseur, pour répéter la formule présidentielle. La Révolution n'a pas vu ça. La Révolution n'a pas vu. Donc, c'est à la gloire du chef de l'État, à la gloire de Patrice Talon, à la gloire de toute l'illumination dont il a bénéficié, de qui de droit, pour pouvoir penser et réaliser cet édifice dans un lieu mythique, lieu où résida des décennies durant l'ancien président Mathieu Kérékou, dont il n'a pas fait cas. On va peut-être en revenir là. Mais qui est compréhensible dans la mesure où on célèbre les gloires, nos dévoués. Donc, c'est tous les Béninois qui ont pu tomber directement ou indirectement sur les champs d'honneur. Donc, qui se sont battus pour la patrie. Et donc, stigmatiser l'un, particulariser l'autre, aurait été peut-être une fausse note. Le lieu seul parle en son nom et parle pour l'histoire. Les jardins de Mathieu. Alors, Talon, un homme de vision, décidé à rompre avec certaines habitudes, vous pensez que ça acquiert l'assentiment de tout le peuple béninois, de tous les citoyens? Je ne sais pas quel Africain ne se sentirait pas fier de ce discours présidentiel. Je ne sais pas. C'est un discours engagé. C'est un autre discours. C'est un discours qui fera date. C'est un discours qu'il faut lire aux élèves. C'est un discours qu'il faut apprendre. Donc vous voulez dire que c'est un discours qui doit faire école? C'est un discours qui doit faire école. Mais quand il doit faire école, il faut décrypter. Ça veut dire quoi? Il faut le lire. Il faut le mettre au programme. Il faut l'analyser. Il faut le décrypter. Il faut en effet des lectures expliquées pour que notre histoire ne disparaisse dans la mémoire. Aujourd'hui, vous prenez les jeunes des trentenaires, donc des jeunes nés en 90, ils ne peuvent pas vous parler de la conférence nationale. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas pourquoi il y a eu la conférence nationale. Vous prenez des jeunes de 25 ans aujourd'hui, ils ne savent pas qui est Mathieu Kérékou. Ça pose un problème. Je ne veux pas remonter à Émile Dalin-Zissou, par exemple. Mais qui est le premier réformateur de ce pays? C'est lui, Émile Dalin-Zissou. Et quand vous parlez, puisque nous sommes à la veille du 1er août, lorsque vous évoquez ce discours du chef de l'État, ce discours poignant, comme je vous ai dit, on ne peut pas, quelqu'un comme moi, ancien militant du cercle d'études révolutionnaires, ne peut pas oublier les martyrs du 16 janvier 1977. Mais là n'est pas le problème. C'est de remonter encore dans l'histoire et voir ceux qui sont battus. Et maintenant, nos présidents de la République, lorsqu'on parle de la vision éclairée du président, c'est son illumination. Mais il faut dire qu'il y en a eu. Et le premier auquel on doit penser, c'est le président Émile Dalin-Zissou, qui, à son avènement au pouvoir en 1967, a tenté déjà de faire une révolution. La première vraie révolution au Dahomey. Mais qui n'a pas porté ses fruits. Je vais vous parler des mécontentements éventuels, mais justement, amené au pouvoir par l'armée, après l'élection de Dr Adjou Moumouni Basile, amené au pouvoir, il a d'abord compris qu'il ne peut pas régner, il ne peut pas diriger sans avoir tout au moins une légitimité. Il a organisé ce qu'on appelait un plébiscite, un vote. C'est oui ou non, pour moi. Évidemment, il a gagné. Les militaires qui l'ont amené ne sont pas totalement d'accord parce qu'ils estimaient
Il était leur pion, il était leur magnon. Mais lui, il a envisagé en même temps des réformes majeures, capitales. Donc, ce qui est resté dans toutes les têtes, c'est la loi Dissou Takwe, la taxe sur la capitation. La fameuse taxe Dissou Takwe. Mais comme je l'ai souvent, je l'ai bien dit une fois, mais quand il est revenu en 89, dans le cadre de la conférence nationale, on lui a dit, mais vraiment l'opinion a gardé en tête le mémorable. Parce que ça les a marqués en fâché, son temps. Dissou Takwe. Il lui a dit, mais d'accord, mais maintenant Dissou Takwe, c'est ce qu'on met il y a. Est-ce que le Dissou Takwe là, entre dans les poches de les gens? Voilà, c'est ce qu'il a dit en 89-90. Moi, l'adolescent ou le jeune adulte, ça m'a marqué. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez Patrice Talon, amené au pouvoir par des gens qui pensaient peut-être tirer leur épingle, faire leur beurre, jouir du pouvoir, et qui lance une révolution totale dans toutes les matières. Aujourd'hui, nous parlons de la révolution historique, par rapport à la mémoire d'un autre. Mais on ne peut parler d'autres révolutions. On ne peut pas ne pas lier les deux. Quand on a fait l'intermède de révolution, ce n'est pas nécessaire de remonter aux années 60. Donc, en 67-68. Et Zissou a été éjecté du pouvoir en 68. On l'a piqué au pied, à la passerelle, donc du palais de la présidence et direction Natengo. Parce que les militaires qui l'ont fait venir n'ont pas compris qu'il puisse aller. Les syndicalistes étaient dans contre lui. L'armée dans contre lui. Les syndicalistes étaient dans contre lui. Le Bénin a connu son histoire de 68, comme la France. C'est dire que, est-ce que tout le monde est d'accord aujourd'hui avec ces réformes, des réformes aussi capitales ou majeures sont lancées, pas possible. Alors, quand on retourne au jardin, donc de Mathieu, aux jardins de Mathieu, vous comprenez que déjà même le lieu, même l'histoire de démolition de lieu a donné lieu à polémique. Vous avez compris, vous avez suivi tout ça. Aujourd'hui, tout le monde ne doit pas être d'accord. Mais je dis que c'est une révolution dans toute l'Afrique aujourd'hui. Et tout patriote, et j'ai vu le président Soglo applaudir, franchement, parce que je connais le président Soglo, je connais la vision qu'a le président Soglo de l'ère coloniale. Le président Soglo, c'est un libérateur, c'est un adepte de la libération, c'est un anti-colonial, c'est quelqu'un qui a un discours contre la colonisation. Pour le président Soglo, a fait de l'histoire, c'est un historien. Il est économiste, tout le monde le connaît, mais très peu lui connaissent son statut d'historien. Et donc, dans ce jardin, j'ai vu Soglo applaudir. Je dis, ça, lorsque l'octogénaire applaudit du genre, devant tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale, ça voudra dire lorsque tout le gratin est là, vous avez vu même le corps diplomatique applaudir. Et quand vous voyez ça, ça veut dire quoi? Que le président Talon a vu juste. Alors, sans doute, il doit avoir quelques rares. Mais de quoi devrait-il se plaindre? Puis le président a dit, mais de toute façon, Kourakouadji va rester, le monument aux morts va rester pour ceux qui veulent continuer à chanter la gloire de la France. Donc on n'a pas dit qu'on va démolir Kourakouadji. Tout comme on ne démolira pas sans doute, dans l'immédiat, tous ces monuments qui sont dans nos 77 ou 76 autres communes. On va pas les démolir. Ça va rester. Progressivement, il va falloir peut-être faire des plaques et voiler l'autre, et que toute la nation, tout le pays entre dans la nouvelle dynamique de implémentée célébrer par les enfants du Bénin qui seront dévoués pour la patrie. Alors vous le disiez à l'instant que après le discours du chef de l'État, même le corps diplomatique a applaudi. Et même on retient de ce discours également que le chef de l'État disait en réalité ces gerbes déposées par nos mains ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. Nous avons été colonisés par la France. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ce n'était pas normal que les choses se fassent telles qu'elles se faisaient? C'était normal, c'était normal que les choses se fissent, ou bien comment devrait-on dire dans se fissent, ou bien exactement, ou se fissent, excusez-moi les puristes, mais dans le cadre d'un subjonctif passé du verbe faire. C'était normal. Mais dans le cadre du présent, ce n'est plus normal. En fait, si je me suis attardé sur la conjugaison, c'était juste pour montrer que dans le temps, oui, ça a pu être normal. Puisque c'est normal, c'est des monuments érigés par le colon. Le président Talon a utilisé l'expression envahisseur. Ça me fait tellement rire, mais c'est que ça montre quand même réellement qu'on a été envahi, c'est vrai. Il a dit, mais bon. Mais le colon, voilà. Donc,
C'était normal que le colon fit des monuments à la gloire des siens. C'est logique. C'était aussi facile, même compréhensible, qu'au lendemain des indépendances, que les nôtres n'eurent autre chose à faire que, de continuer que de changer aux enfants de Dahomey. Enfants de France, enfants de Dahomey, avec les lettres romaines. On aurait pu changer. On n'a pas changé. Ce qui n'a pas été fait. C'était normal également de comprendre, mais un peu moins normal qu'après la Révolution, surtout, après qu'on est passé à la République populaire du Bénin, donc après il y a 45 ans, c'est difficilement normal qu'on reste encore sur ça. Les révolutionnaires auraient pu, au moment où nous brisions tout avec le colon, l'impérialiste international et ses valets locaux. Quand on était en lutte contre tout ça, on aurait pu penser qu'il faille se débarrasser de ces reliques. Ça, on ne l'a pas fait. Donc, ce qui était normal, c'était ce qui s'est passé peut-être en 60 et 72. Ce qui n'était plus totalement normal, c'est ce qui s'est passé à partir de 75 jusqu'à aujourd'hui. On n'y a pas pensé. Mais, comme dit le président Talon, qu'importe, aujourd'hui, on y pense. Avançons. Alors, est-ce que ce n'est pas un réveil tardif ou bien il était temps quand le chef de l'État a dit, par exemple, que désormais c'est ici, en ces lieux empreints de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement le monde entier a emprunté génie égyptien, dont vous faisiez cas tout à l'heure, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Est-ce que ce n'est pas un réveil tardif? Non, comme je vous l'ai dit, on aurait pu y penser depuis 1975, on n'y a pas pensé. Mais je dois à la Révolution, je dois à la réalité, à la restitution historique, que sous la Révolution, les dépôts de gerbes ne se faisaient plus à Koulakodji. Sous la Révolution, les dépôts de gerbes se faisaient soit à la place de l'Étoile Rouge, soit à la place des Martyrs. Soit à la place de l'Étoile Rouge, soit à la place des Martyrs. On en a vu à la place des Martyrs. Quand ces places ont été érigées. De 72, au moment où, à l'érection de la place de l'Étoile Rouge, peut-être que ça se faisait à Koulakodji. Mais dès que les deux places ont existé, Étoile Rouge et Martyr, on a oublié Koulakodji. Koulakodji a été ressuscité après le renouveau démocratique, où on a abandonné plutôt l'Étoile Rouge, qui a une histoire ici, et la place des Martyrs, surtout qu'on aurait dû préserver avant l'obélisque actuel opportunément érigé. Je pense que si les monuments aux morts dont on a parlé ont célébré le colon, l'envahisseur, la place des Martyrs était plutôt une ouverture, une lueur déjà à la gloire des nôtres. Mais c'était assez restreignant, réduit, et c'était aussi clivant. C'était clivant parce que la révolution n'était pas acceptée par tout le monde. Et ceux qui étaient dans l'avion, pour ce qu'on a appelé les mercenaires étaient des nôtres, c'était plutôt des Béninois qui avaient recours à des mercenaires pour renverser le régime. Donc, célébrer la place des Martyrs, c'est toujours continuer peut-être à célébrer la division. C'est ça qui a fait que, sans doute, on a dû laisser cette place, aujourd'hui, place de souvenir, et on est aujourd'hui au bon monument. Il ne m'est pas arrivé à l'esprit que le président Talon, je ne pense pas, même Yahi, la place des Martyrs n'a été, depuis lors, n'a plus reçu cette, ce dépôt de gerbes. Même sous Kérékou finissant, il n'y avait plus eu ça parce que cette place a été remplacée en place de souvenir et donc n'a plus le regard qu'il fallait. Ça, je pense que, donc quand vous parlez de réveil tardif, non, ce n'est pas un réveil tardif. Il était temps. C'est un réveil qui a pris son temps sans doute, mais il était vraiment temps. Et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Alors, je vous ai vu sourire tout à l'heure quand le discours passait et le chef d'État disait « N'ayons pas honte de ce que nous avons fait 60 ans durant en allant honorer l'envahisseur en confusion avec les nôtres. Nous sommes des hommes, c'est persister dans l'erreur qui est une faute. Aujourd'hui, c'est réparé et le monument aux morts français restera pour ceux qui, vous venez de le dire. Vous avez souri, pourquoi ? Non, c'est la formule me fait... Et je pense que c'est l'élégance du discours, parce que, vous voyez, il ne rejette pas le passé, et c'est ça un peu le charme du président Talon. Il ne rejette pas le passé, il fait avec le passé. Et bon, voilà, c'est fait pendant 60 ans qu'on a célébré l'envahisseur en confusion avec les nôtres. On croyait célébrer les nôtres. En fait, c'est ça, on croyait célébrer les nôtres. Mais en fait, c'est l'envahisseur qu'on célébrait parce que c'est l'envahisseur qui a érigé le monument.
à la gloire des siens, et après nous avons remplacé. Mais le symbolisme, hein, s'il y avait des formules qui ont été prononcées au moment où on déposait l'objet, c'est à quelle intention on a déposé la première pierre, à quelle intention les premières pierres ont été faites, c'est à la gloire des soldats français. Un peu comme le monument des soldats inconnus, il a rappelé l'Arc de Triomphe à Paris, qui célèbre le triomphe français dans nos colonies. Je pense qu'en réalité, l'histoire a été faite, je pense que c'est lui ou c'est le ministre Abimbol. En tout cas, l'essentiel a été dit par l'un et l'autre pour montrer clairement la portée historique et symbolique et politique, la portée historique et symbolique de cet acte. Non, donc c'était l'élégance de la formule qui vous faisait sourire. Oui, qui me faisait un peu sourire quand même, qu'on a célébré l'envahisseur en confusion avec... Répéter Napoléon Maphorican, c'est quand même osé, hein, tout ce que le chef de l'État a dit dans son discours, c'est osé. Hein, devant le corps diplomatique, c'est quand même osé. Hein. En fait, il y a le style talent, auquel nous qui est un style nouveau. Moi, je me plais à dire que le président Talon est aujourd'hui incarne le nouveau visage du leadership africain. C'est un nouveau visage du leadership africain. Je me le permets de le dire parce que, vous voyez, c'est celui qui parle de désert de compétences. Quand il voyage le premier en France, ça fait éclater tout le monde. Mais aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il est difficile pour nous de trouver de bons artisans pour nous réparer ce que nous avons besoin d'avoir réparé. Qu'on a d'énormes problèmes de ressources qualifiées. Tout le monde est conscient de ça. Qu'on a un gros problème d'adéquation emploi et formation-emploi. J'ai écouté Nelly Dodjinou ce matin qui évoquait le discours et les actes. L'acte, la parole et la posture. Et le concret. Elle a parlé et j'étais totalement d'accord avec elle. Mais ce qu'elle n'a pas dit, c'est que le président Talon engage le débat. Toutes les questions ont été vues par le président Talon. Quels sont les domaines dans lesquels la rupture depuis 2007 n'a pas impacté? Quels sont les domaines qui n'ont pas été impactés? Tous les domaines sont en chantier nouveau. Ce dont elle parle, en finit avec le discours. Mais le président Talon a fini avec le discours. Et aller au concret. Lorsque, à Dakar, on a parlé de la soutenabilité de la dette, et il prend la parole en disant oui, nous on n'a pas besoin qu'on nous aide, mais on a besoin qu'on nous accompagne. On n'a pas besoin qu'on annule les dettes, qu'on annule, mais qu'on nous accompagne dans tel. Il a dit son discours, qui n'était pas celui de l'école classique des institutions de Bretton Woods. Et il a dit, d'autres chefs d'État n'étaient pas d'accord avec lui. Il faut dire que ce discours a étonné plus d'un. Ça a étonné. Et j'ai vu des économistes de la BCE qui délinaient de la tête parce qu'ils étaient contents d'entendre un chef d'État parler ainsi. Par exemple, on a vu le président Talon, un peu comme cet oiseau, cette hirondelle. On l'a vu par rapport, en face du président Macron. Dire les choses comme ça doit se dire. On lui a parlé de ceux qui sont des hommes politiques qui sont en prison et de ceux qui se seraient exilés. Et le message était plus que clair. Il a répondu. Il a été clair. Nous avons évoqué certains aspects de ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il a dit ça de manière convaincante. Et je ne sais pas, les journalistes qui, pendant des semaines, des mois, ont pensé faire la leçon de la démocratie au Bénin. Mais je pense que je n'ai pas envie de dire. Je n'ai pas envie d'utiliser une expression qui va faire frémir les analystes de hack, donc je préfère ne pas l'utiliser. Mais ils se sont... je ne pense pas qu'ils aient vraiment la tête haute, ils aient quitté ces lieux-là, parce que c'était une belle leçon de la démocratie que le président Talon lui a fait en retour. Puisque si on a connu Capitole, les événements de Capitole, si les gilets, au niveau des gilets jaunes, et moi je suis allé plus loin, lorsque parfois... des gens, on les accuse parce qu'ils ont pour leur opinion qu'on dit terroristes, alors que c'est des citoyens français qui ont une certaine lecture de la vie, de l'actualité, de l'histoire, de la religion. Et on les stigmatise, ça veut dire que leur droit aussi est stigmatisé. Donc, si on doit rentrer dans une certaine théorie du droit et de la démocratie, des droits humains, je pense que la France n'a pas de leçon à donner au Bénin. Et c'est ça que le président Talon a dit, mais avec tellement d'élégance. Il n'a stigmatisé personne, il n'a attaqué personne, et il regardait le président Macron en le faisant. C'est ça le style Talon, et c'est ça qui singularise ce qu'il fait. On n'a pas...
Quand on le dit, c'est pas qu'on est, on l'adule pas. C'est un homme et il peut ne pas être parfait. Et moi, je ne célèbre pas Talon, mais je célèbre ses actes. Je célèbre l'air Talon. Je célèbre, quand nous analysons ces événements, nous analysons l'illumination, une sorte d'air, hein, où cette chose que nous avons eu à dire, à répéter, que d'autres l'ont dit, ont souhaité, un homme arrive et essaye de le faire, contre vaille que vaille, contre vaille de marée, et affronte son destin, avance, n'a peur de rien, mais on doit quand même être sidéré. C'est comme je vous ai dit, ce matin, il a manqué à Nelly de dire non, quelqu'un pour lui riposter. Comme je vous l'ai dit, elle a très bien posé la problématique. Mais la réponse est dans... Et si elle lit bien l'actualité, depuis 2016, elle va voir que ce qu'elle souhaitait est déjà dans déjà là, depuis 2016. Seulement, lorsque ça nous touche individuellement, on n'est pas toujours content parce que dès qu'on souhaite la bonne gouvernance, lorsqu'un des nôtres tombe sous le coup de la gouvernance, malversation, mauvaise gestion, on trouve que c'est règlement de compte, ou alors on passe par des voies détournées pour le faire libérer. Lorsque. Donc, personne ne veut subir la rigueur de ce que nous voulons, mais tout le monde veut que ça change. Alors, c'est un peu le problème. Voilà, la dynamique Talon, vous le signifiez tout à l'heure. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, hein, quand on voit tout ça, et quand on suit tout ça, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que Patrice Talon est en train de vouloir régler un compte avec la puissance coloniale? Non, pas du tout. Pas du tout. Le président Talon c'est pas un marxiste, c'est pas un communiste. Il n'a pas l'air, quand il parle, vous savez que c'est un gars. Le président Talon est libéral, c'est un homme d'affaires. Parce qu'il parle sans crainte, il dit les choses telles qu'il... Non, il ne pas de compte. D'abord, quand vous le dites, cette théorie ne sont rien, comme la théorie communiste. Enfin, ça n'a rien à voir avec le gauchisme, du tout. Donc, a priori, il n'a rien contre la puissance, contre la France. Mais contre la puissance coloniale, c'est différent de la France. Parce que la France est une grande nation. C'est une puissance économique. La France, c'est on peut tout dire la France, c'est une grandeur aussi. Donc, le président Talon n'a rien contre la grandeur française. Bien au contraire, je pense qu'il souhaite bien que le Bénin fasse aussi son histoire et compte parmi les grandeurs les années à venir. Ça, c'est la première chose. Par contre, certaines pratiques que nous avons développées grâce aux colons, à cause du colon, je pense qu'il est en train de les détricoter. Et il n'a jamais dit que c'est la faute du colon. Il ne s'est jamais appuyé. Ouais, il a posé un problème, beaucoup de gens ont dit, ah non, on ne devrait pas le dire, ça, lâcher la place publique. Mais c'est ça le style Talon. Lorsqu'il parle des armes, de nous accompagner par rapport à la sécurité, il dit quoi? Nous avons les moyens de les acheter. Mais nous n'arrivons pas, parce qu'on n'est pas habilité. Donc, on veut l'accompagnement de la... C'est ça ce monde de demain, le partenariat gagnant-gagnant. Si la France accompagne le Bénin en la matière, la France aussi aura sans doute cette facilité. C'est-à-dire qu'il faudrait, et je voudrais paraphraser Albert Evoué à la conférence nationale, nous rentrons dans un monde, nous voulons désormais entrer dans un monde nouveau, hein, des hommes majeurs, dans un monde majeur, dans un monde nouveau. Nous voulons qu'on nous considère comme des hommes majeurs. C'est à ça, hein, le chef de l'État s'attelle tous les jours. Des gens majeurs, des gens qui ont la capacité d'agir en face des autres. Et Patrice Talon a parlé de relations décomplexées. C'est ça le vrai problème. La relation décomplexée, c'est que l'autre puissance, nous on est colonie, mais ça c'est passé. Nous sommes deux nations, deux États. Nous n'avons pas les mêmes capacités, mais nous pouvons les uns aider les autres. Nous pouvons nous accompagner sans que l'un en impose à l'autre. La France n'a pas de leçon de démocratie à donner au Bénin. Le Bénin n'en a pas donné à la France. Et le président Talon a encore montré opportunément cette chose lorsque, au lendemain de la législative, à quelques heures de la fermeture des bureaux, lors du second tour des législatives en France, je pense que c'était le 13 ou le 20 juin dernier, quand il a envoyé le message en disant que la France doit se réinventer. Et alors, qu'un petit État comme le Bénin, un point dans le monde entier, puisse en parler à la puissance française et l'appeler à se réinventer, c'est énorme. C'est dire que, oui, mais vous nous faites la morale, mais chez vous. Il ne l'a pas dit, mais on peut le dire également. C'est que nous, on peut vous aider aussi, parce que nous aussi, on a des idées. Mais là où on n'est pas allé plus loin dans l'analyse, c'est que, mais aujourd'hui, comment se porte la France? Si ce point de presse était plus ouvert et on restait longtemps sur les questions politiques, on parlera politique. Comment se porte la France aujourd'hui? C'est une France qui se questionne. C'est un pouvoir
c'est une France, une vie institutionnelle qui suppose les grandes questions. La France de Robespierre, on en est où? Celle de Napoléon, on en est où? La prise de la Bastille, qu'est-ce qu'il en reste réellement? La Cinquième République, la République taillée à la gloire de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Et opportunément dressé, enfin, dont les pouvoirs et les institutions ont servi la cause de François Mitterrand. Où est la France? Est-ce qu'on est encore en 5e République? Lorsqu'il y a eu la cohabitation en 86, 85, 86, 93 et 2000, 86, 93 et 97, voilà, si je ne me trompe. Voilà. Donc, est-ce qu'on est encore dans la 5e République? Lorsqu'il y a eu cette cohabitation en 86, en 93 et en 97. Parce que le contenu même de la 5e République n'était pas ça. Mais est-ce qu'on est encore dans la 5e République lorsque aujourd'hui on a un parlement avec 3 forces politiques, 2 extrêmes et un large centre, et aucune force n'a la majorité absolue? C'est de ça qu'il faut pas. Est-ce qu'on est encore dans la tradition républicaine, dans une démocratie construite durant des décennies aux États-Unis, lorsqu'un président de la République peut encourager ses partisans à s'introduire, à envahir un lieu mythique comme le Capitole? Où sommes-nous réellement? Alors donc, pendant qu'on demande au monde de se réinventer, c'est une manière de dire oui, aucun pays n'est à l'abri. Et donc, le Bénin d'aujourd'hui, sur le talon, est conscient de ses limites. Mais c'est sur les limites que le président Talon agit. C'est sur les limites qu'il agit pour qu'on puisse progressivement libérer, enfin, aplanir ce que nous pensons comme des difficultés qu'on ne peut jamais surmonter. Avec Talon, il n'y a pas d'impossible. Et c'est ça qui fait que parfois, certains sont réticents parce que ça les touche. Et le président l'a dit, en répondant à la question du journaliste, oui, les réformes, on peut toucher les intérêts des gens. Sans doute. Et donc, ils ont réagi. Ils n'ont pas utilisé les moyens légaux, licites pour réagir. Et donc, ils ont retrouvé sur le coup de la loi et sont en prison. Voilà. Donc, voilà la question telle qu'elle se pose. Au collège, on vous demandait maintenant comment pouvez-vous résoudre cette équation. Voilà. On va réfléchir. Je pense que j'aurais bien aimé avoir les grands théoriciens de la démocratie composés sur cette équation et nous sortir les fruits de leurs pensées. Ça, j'ai écouté ce matin Yahweh dire déplorer, comme j'ai eu à le faire souvent, que nous n'ayons pas la production intellectuelle, que nous n'ayons pas la production universelle. Vous savez, tous ces sujets devraient faire l'objet de production, de réflexion de laboratoire pour nous ramener des éléments d'analyse. J'ai vu les gens célébrer. Nous avons tous célébré, nous avons tous des amis qui sont devenus professeurs titulaires hier. Et sur les réseaux sociaux, tel est devenu titulaire, on applaudit, tel est titulaire, tel est maître assistant, tel est maître de conférence. Ça fait plaisir d'entendre. Mais concrètement, et après Depuis 10 ans, je me rappelle quand les Dorothées le sont devenus, je pense qu'il a été à Dakar ou à Douala. Je me rappelle toujours quand il a sur ça, agrégé. Lui, on l'a vu, il a dirigé, après il est allé à Dakar, il a fait à l'OADA. Mais je parle même avant lui, il y avait le professeur Moutouga. Donc, depuis ce temps à aujourd'hui, que gagnons-nous avec ça, de manière concrète? Ça nous apporte quoi? Du point de vue développement, nous avons beaucoup d'intellectuels, de grands docteurs, des agrégés. Mais en réalité, qui n'apportent pratiquement rien. Non, c'est pas eux, ils apportent. Ils ont une plus-value individuellement de leur science. Mais globalement, tout ça apporte quoi à l'État? Au développement. Un PT aujourd'hui, c'est à quoi? Un projet titulaire, c'est à quoi dans l'État, dans la nation? Nous donne quoi dans la pensée, dans la plus-value pour le développement? Il nous sert à quoi? Donc c'est autant de réflexions auxquelles vous apportez. Parce que quand on dit que c'est l'armée, on va dire oui, mais l'armée défend le territoire. Et on l'envoie aujourd'hui. Au niveau du pays, on voit les gens aujourd'hui qui sont au nord, qui sont obligés donc de repousser ou bien de faire front contre l'adversaire par certains perdent leur vie. Donc on peut saluer l'armée. On peut saluer la justice parce qu'ils sont obligés de juger avec ou sans. Enfin, ça vaut ce que ça vaut. Ils sont là. Et ainsi de suite. Nos médecins. Quand on dit l'universitaire, du point de vue stricto sensu,
je en parle avec moins de complexe. Je continue d'étudier toujours. Je ne suis pas un anti de l'université, je ne suis pas un anti-universitaire. Mais je souhaite quand même que dans ce débat et de développement, qu'à cause des pouvoirs publics qui travaillent, qui réfléchissent, on ne voit pas talon au pouvoir tout le temps, que l'université apporte de la matière. Quelque chose au moins. Concrètement, dans tous les domaines de développement. Et qu'elle le vende à l'État, c'est-à-dire mettre ça sur la place publique, qu'il y ait débat sur ça. Et que à chaque fois que le sujet apparaît, qu'on voit le regard de l'université. Mais on ne peut le voir que si eux-mêmes se détachent de la politique. Mais lorsque l'université est confondue avec la politique, on ne peut plus aller nulle part. C'est comme ça qu'on les célèbre quand ils deviennent. En Europe, je ne sais pas combien de personnes de PT on célèbre, ou de maîtres de conférence on célèbre, il y en a tellement régulièrement. Mais en Afrique, on le fait parce que ça devient Graal, mais pour produire quelle richesse, quel contenu, quelle plus-value. Ça reste à voir. Voilà la question. Donc, voilà la question, comment elle se pose de manière globale. Quand on parle de l'indépendance, quand on parle du développement, quand on parle de la plus-value d'une action, quand on parle d'action tardive de l'action. Voilà un peu qui a concouru à quoi, qui a servi à quoi, et qui peut servir à quoi. Alors, Agapit Napoléon, j'ai quand même envie de prendre votre avis sur la portée politique de ces 3 monuments qui ont été érigés dans la ville de Kotole, qui font la fierté de notre pays désormais. J'avais envie de vous demander, sur le plan politique, ces monuments-là nous apporteront quoi? D'abord, la beauté. La beauté. Lorsque sagesse a conçu, il y a des gens qui sont restés derrière, qui y ont pensé, qui ont donné corps à l'esprit. On y a pensé. Il faut le faire. On a fait recours à l'intelligence, au savoir-faire, à la force d'autres personnes pour réaliser les édifices. Ouais, comment ils sont. Et aujourd'hui, érigés et dévoilés, elle force la beauté. Elle force l'admiration. Elle marque une certaine beauté. Elle force l'admiration. Donc, la beauté de l'édifice, de ces édifices. Ensuite, la valeur ajoutée du point de vue touriste. Et enfin, le symbole. Le symbole parce que, oui, quand vous descendez à l'aéroport, on vous dit que c'est Biogara, symbole de la fierté, de la bravoure des combattants, de ceux qui ont lutté contre l'envahisseur. Ah, c'est un bâton, c'est un guerrier. Ah, on marque un arrêt, on regarde. On a envie peut-être d'en connaître un peu sur. En travaillant à connaître sur lui, on découvre l'histoire du Dahomey, du Bénin. Lorsqu'on avance, on voit l'Amazone, au-delà de la femme qu'on célèbre, il y a l'histoire des Amazones, du Dahomey. On ne peut pas ne pas s'arrêter là. En s'arrêtant là, on découvre l'histoire du Dahomey, on découvre l'histoire du Bénin. Et lorsqu'on descend vers le jardin, les jardins Mathieu, et on voit cet obélisque, on demande à comprendre, rien que ce qui est l'épitaphe permet de comprendre de quoi il est question. Ah, c'est qui Mathieu? Pourquoi le jardin de Mathieu? On remonte l'histoire, on découvre une partie de l'histoire du Dahomey, du Bénin. Alors, est-ce qu'il faut encore continuer à donner la portée? Cela va sans dire. Nous avons l'une des belles avenues désormais d'Afrique, je ne vais pas dire du monde, je ne vais pas. Nous avons l'une des belles avenues, on peut le dire. Au-delà, nous avons à chaque pas l'histoire. Donc désormais, si vous recevez un étranger, vous recevez un ami, je suis sûr que cet axe, il va falloir le faire. Il va falloir passer là et s'arrêter au niveau de chaque monument. Pourquoi pas prendre des photos? Non, ça là, c'est la façon de dire. À Dakar, l'autre, quand Ouad érigeait son avion de la liberté, de la victoire, c'était un long développement de polémique. Aujourd'hui, c'est le passage obligé de tous. Désormais, nous avons l'axe obligé pour tout étranger qui vient au Bénin et pour tous les Béninois de l'intérieur qui viennent à Cotonou et pour tous les Cotonouais qui n'ont pas encore fait le tour par là. Justement, on parle de la statue de l'Amazone. Il y a une phrase, il y a un mot qui fait polémique depuis quelques heures déjà. Le débat sur tel ou tel qui fait rage sur les réseaux sociaux depuis le dévoilement de ces statues-là. Eh bien, la polémique est vive au point de faire sortir le porte-parole du gouverneur Wilfrid Léandre Ongbedi qui, je le cite, le sujet avait déjà fait l'objet d'un débat au sein du comité chargé de la conception du monument.
pour être certain de la forme appropriée pour trancher le débat, le comité avait même consulté des spécialistes de la grammaire française pour retenir la formule finalement utilisée, telle ayant ici la nature d'une conjonction de subordination de comparaison. Agapé de Napoléon Maphorican, votre réaction? C'est sans réaction. Je pense que moi, malgré ces explications, non, ça continue vous savez, moi, c'est pas ici que je vais dire ma pensée réelle. Moi, le français, à partir du moment où nous sommes dans une francophonie, dans la francophonie, j'estime que le français doit se développer et doit se mettre à jour. Hein, pour moi, je suis partisan de français écrit au son. Hein, je suis partisan. Tout à l'heure, j'étais dans le subjonctif passé, par exemple. Je me demande pourquoi on devrait parler comme Molière parlait, comme La Fontaine parlait. Mais je sais que je vais choquer beaucoup de personnes parce qu'il y en a des spécialistes de la rigueur linguistique et je les respecte aussi. Au niveau de l'écriture, oui, il faut, pour moi, tout simplement, il faut dépasser les passions. Il faut dépassionner le débat. Et disons, trouver le juste mot, la juste forme ou la juste manière. Vous savez, hier, on était dans un groupe, on s'est amusé à chercher. Et j'avoue qu'on ne s'est pas entendu. Vous avez trouvé? On n'a pas trouvé. On a trouvé plusieurs formules. Donc, ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, nous, hier, on l'avait déjà senti dans le groupe dans lequel j'étais. Et les membres qui ont participé à ce groupe se connaissent. Il y avait un débat très passionné. Vous pouvez partager quelques... Non, on est allé sur des sites. Et même les sites ne sont pas toujours convaincants. Hein, parce qu'il y en a qui estiment que enfin, le porte-parole a mis l'essentiel sur son tweet. Donc, dans son tweet, ce qui est important, c'est qu'on ait les arguments qui ont permis d'écrire de telle manière. Vous voyez, pourquoi on va dire, par exemple, quand l'adjectif se place avant Jean, on le met au féminin, de vieilles gens, au pluriel, et quand c'est des gens vieux, pourquoi ça par exemple? Et les vieilles amours, ces vieilles amours. C'est la complexité de la grammaire. Parfois, on se demande, pourquoi on peut dire un après-midi ou une après-midi, on dit les deux sont invariables. Vous savez, je peux rentrer dans... Il y a plein. C'est comme si joint, au début ou à la fin, selon que c'est placé avant. Il y a assez de complexité dans la langue française. Comme je le dis, en conclusion de ce débat, et je pense que le porte-parole a réglé, il faut faire simplement qu'il y ait moins de passion autour de l'écriture du français. Je pense que notre passion, c'est autour des questions du développement. Notre passion, c'est comment gérer le réchauffement climatique. Comment gérer le vivre ensemble? Comment faire ensemble que nos élections se passent très bien? Comment faire en sorte que chaque citoyen se dise où est-ce que je peux me rendre utile, nécessairement utile? Comment je peux marquer mon temps? Et quand l'heure de départ sera sonné, ou bien quand l'heure de quitter la scène, parce que vous ne pouvez pas être continuellement devant la scène, on est puis dit, j'ai pu par là, a pu par ici, tel monsieur qui était un bon balayeur de rue, tel monsieur qui fermait tellement mieux les portes qu'aucun des délinquants ne puisse passer, tel maçon qui avait l'art de polir, de crépir, et ainsi de suite. Voilà là où le débat doit se faire. Mais quand nous faisons le débat sur le français, nous prenons le même débat donc de gerbes déposées au pied de l'envahisseur, au pied des monuments érigés par l'envahisseur. Moi, je pense que ça ne néglige rien au français. Comme je parle du français, je n'ai pas envie de parler de charabia, mais je continue de dire que quand je parle, je n'ai pas envie de réfléchir à quel est le subjonctif passé ou présent. J'ai envie de parler un français que tout le monde comprend. C'est ma lecture des choses. Aussi, je sais que je vis dans une société où on doit s'adapter, on doit s'adapter aux règles. Donc, ce n'est pas une position bloquée, mais je plaide tout simplement pour que nous dépassionnons le débat sur la question des autres et que nous regardions nos problèmes avec beaucoup plus de condescendance et surtout beaucoup plus d'attention que de porter attention à des petits détails. Alors, on va y aller sur tout un autre registre très rapidement. Au cours de la semaine écoulée, le chef de l'État a reçu le président français Emmanuel Macron. Au cours du point de presse conjoint qu'ils ont animé, le président Patrice Talon a plaidé pour une coopération décomplexée. Vous le disiez tout à l'heure. Non, vous avez déjà dit l'essentiel là-dessus. Vous savez, on a été colonisé. La coopération, on le sait. Pendant longtemps, vous allez en France, quand vous êtes élu, votre premier voyage, c'est en France. Vous devez rencontrer le chef de l'État français, vous prenez des instructions. Il y en avait même qui réclament des ambassadeurs coloniaux. Envoyez-moi un colonial. Moi, je veux un colonial. Il veut des ambassadeurs qui donnent des instructions. Venant de Paris, venant de Quai d'Orsay.
ou directement de Matignon ou des Élysées, ou de l'Élysée. Non, on a le parti Talon. Je pense que cette coopération décomplexée ne déplaît pas à Macron. Et c'est ça qui fait plaisir, que les deux gens puissent regarder dans la même direction. Et c'est ça que chaque Béninois doit s'approprier pour que nous puissions dire qu'on est réellement indépendant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, 31 juillet, à la veille du 1er août, que nous célébrons nos dévoués le 1er août, que nous célébrons le succès d'aujourd'hui, que nous célébrons le développement durable qu'on projette pour que demain, quand on va célébrer 80 ans de notre indépendance, que les acteurs de ce moment-là puissent saluer les acteurs passés, mais regarder les 100 ans à venir avec beaucoup d'optimisme, parce que les balises implantées en 2016, 2020, 2026 seraient déjà en train d'être solidifiées sérieusement. Et que ceux qui vont célébrer le centenaire du Bénin en 2060 puissent regarder les 2100, donc les 140 ans du Bénin, avec beaucoup d'optimisme, parce que ceux qui auraient fêté les centenaires auraient mis de nouvelles balises, et ainsi de suite. On doit pouvoir penser Bénin, penser penser nous-mêmes, que de regarder l'autre comme le problème. Le problème est à l'intérieur, la manière dont nous gérons nos problèmes. C'est ça, pour moi. C'est de ça qu'il est question. Le président Talon l'a suffisamment remué. Et cette semaine, je pense qu'il a réussi sa semaine politique. Il y a quelques jours, nous parlions de la folle semaine politique de Professeur Jaboué. Donc je pense qu'on peut parler franchement de la semaine politique réussie du président Patrice Talon à travers donc, la réception de Macron, l'inauguration de ces monuments et le 1er août qu'on va fêter. Et la portée symbolique de ce monument seul constitue déjà le message essentiel du 1er août. Et donc, c'est pour ça que nous comprenons qu'il n'y a pas un autre message que l'explication de ce qui a été fait. Alors, une avant-dernière question très rapidement. La question de la libération des détenus politiques a été également abordée au cours de cette conférence de presse conjointe. Alors, quelques heures après, 30 détenus ont été libérés. L'opinion publique y voit la main du président français. Vous partagez cet avis? Écoutez, j'ai une double lecture. D'abord, moi, je suis partisan de ce que le calendrier judiciaire reste un calendrier. Et vu ainsi, je ne veux pas lire une confusion entre ce que le président de la République et le chef d'État français, Emmanuel Macron, ont pu dire. Je n'ai pas envie de voir, puisque moi, comme je dis, droit, en regardant devant moi, j'avance en me disant, chaque institution joue son rôle et avance. Donc, je ne vois pas le lien. Mais après, je ne suis pas aussi naïf pour ne pas comprendre que la poursuite est gérée par le procureur de la République et que le procureur de la République, c'est le regard de la chancellerie. Donc, c'est l'homme du parquet, le parquet dépendant au niveau de justice de la chancellerie. Ailleurs même, on compte sortir le parquet du système judiciaire et de le rattacher carrément à la chancellerie en disant le parquet, lui, c'est le pont entre l'administration de l'exécutif et le pouvoir que constitue la justice, et qu'on ne peut pas les confondre. Alors moi, je ne suis pas du corps, donc je n'ai pas envie de trop m'aventurer. Je salue simplement que ces compatriotes égarés aient pu retrouver leur famille, et j'espère que le temps passé en prison a pu leur faire comprendre ce que vaut la liberté, et donc la portée des actes qu'ils ne doivent pas poser. Il y a eu amnistie, il y a eu des actes déplorables en 2019. Il y a eu amnistie. Malgré ça, les gens se sont permis encore des actes comme ça. Comme quand vous lancez des pieds, quand vous lancez des armes, quand vous agressez votre voisin parce que simplement politiquement vous n'êtes pas d'accord avec celui qui est là. Ça frise le désordre et l'anarchie. Et donc, ça frise la voyoucratie ou la délinquance. Et je pense que c'est de bonne guerre qu'on vous sanctionne. Alors si au nom de nouvel ordre, dans lequel le président Talon se positionne, le parquet estime qu'il peut les mettre sous convocation, c'est une très bonne chose. Donc, moi, je salue, sans me mettre à gesticuler ou à spéculer sur les raisons de ci ou de ça, ou le pourquoi de comment. Je ne pense pas. Je laisse ça à ceux qui en sont chargés,
il y en a qui sont payés pour faire, qu'ils fassent le travail. Alors, une dernière question qui est en même temps celle de nos téléspectateurs. Il demande, il dit, des citoyens se posent la question de savoir si les Béninois peuvent être rassurés que tout le sacrifice consenti pour arriver à ce niveau de développement sera capitalisé. C'est une question de... C'est la grande question de tout le monde et c'est la mienne également. Et je pense que si chacun travaille pour, on va y arriver. Moi, je pense m'investir aussi pour travailler dans la pérennisation des acquis. Le président Talon, c'est un peu comme le dit dans la Sainte Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que le président Talon nous a aidés et nous aide à mettre le bagage, notre bagage, notre fardeau jusqu'au genou. Hein? Ça, c'est le volet. Pour que le ciel nous aide, il faudra que nous puissions nous-mêmes faire l'effort. Il nous a aidé à mettre ça. Ça veut dire que tous les problèmes, tout ce que nous avons fait comme analyse, tout ce que fait le président Talon aujourd'hui, lui n'a plus pris le temps de faire du diagnostic. Il connaît le diagnostic. Et lors de la décennie Yahi, le diagnostic avait déjà fait au point où quand Yahi venait, je le répète souvent, ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. Ça veut dire que quelque chose doit changer en ce moment-là. Et donc, si pendant la décennie Yahi, on n'a pas pu tout faire, ou bien tout faire bien, ou bien tout réussir, le président Talon, lui, il laisse la rhétorique et il passe à l'action. Nous devons travailler. Et comme le président Talon n'est pas éternel, nous devons craindre effectivement l'après-Talon. Et l'après-Talon, c'est déjà demain. C'est pour ça que chacun doit faire ce qu'il doit faire. Je salue cette question de notre téléspectateur parce que c'est une préoccupation personnelle. Parce que moi, je suis un militant. Je suis consultant, mais je suis un militant du développement. Un militant du développement. J'estime que nous avons la chance déjà de vivre. Nous avons la chance déjà d'impacter notre environnement. Nous devons semer. Nous devons semer les graines ou les grains. Nous devons semer pour l'avenir. Semer pour l'avenir, ce n'est pas d'être nommé ici ou là. Semer, c'est faire en sorte que lorsque tu as tourné d'eau, on peut dire, ah mais tiens, regardez l'arbre qui fleurit sous ce portail, vécu là, tel individu qui a pu faire ceci. Et ça, imaginez que chaque Béninois le faisait. Regardez comment tous nos portails seraient embellis, fleuris. Regardez les couleurs. Lors du point de presse, Talon et Macron, regardez le décor. Est-ce que c'est pas beau? Mais ça a un coût. Un beau jardin. Est-ce qu'on est sûr de pérenniser, de continuer à entretenir ces jardins? Mais c'est ça tout. C'est la grosse question. C'est la symbolique de tout le développement de notre pays. À chaque secteur, vous allez voir la main Talon, la main du développement. Mais jusqu'à quand? C'est là, je salue cette question et je dis, nous devons travailler à embellir chaque jour ce que fait le président Talon. Ce que Dieu a permis au président Talon de concrétiser pour le Bénin, je pense qu'il nous appartient individuellement de travailler pour que demain, la génération future également nous porte dans sa pensée en disant, ils ont fait pour eux, faisons pour nous. Agapit Napoléon Mafolican, merci. Votre mot de la fin? Non, je n'ai pas d'autres mots que de souhaiter un bon 1er août à toutes les Béninoises, à tous les Béninois, et spécialement ceux qui suivent télé. Télé sur le support conventionnel de 275, sur le Canal+, ou sur la TNT, ou sur également sur Strong. Sur Telsat. Sur Telsat. Par exemple, sur les décodeurs. Sur nos différentes applications. Sur nos différentes applications. Facebook, Twitter, YouTube. Donc, ceux qui nous suivent sur tous ces canaux, je vais souhaiter pour le fait de 1er août. Mais je voudrais que, lorsque nous pensons 1er août, que la formule indépendance de 70, de 60 là, que nous commencions par lui donner un sens de notre temps. Pour moi, les Magas ont fait, c'est bien. Louis Jacquinot qui a offert l'indépendance, qui est venu au nom du président français. Oui, on l'a tellement cité. Et un peu comme la symbolique dressée par le président Talon, si pendant 60 ans, on a mis les gerbes au pied de l'envahisseur, du soldat qui a servi le pays, et qui a déstructuré notre équilibre socio-culturel. Je souhaiterais que chaque Béninois, que nous ne soyons plus dans la rhétorique passéiste, mais que nous nous positionnons sur le futur, en disant, ils ont fait de leur mieux. Maga, Apiti, Zinsou, Alé, Aromanegbe, le directoire Sizogan, de Souza, Kouandete, Kérékou, Soglo, Yaïboni, et tout ce monde a fait de son mieux. Comme l'a dit Taïrou, tout ce monde a fait de son mieux à chaque étape pour que le Dahomey soit,
pour que le Bénin soit. Et aujourd'hui, quelqu'un est là et est en train de faire son temps en essayant de ramener à l'ère du temps des choses qui ont été déséquilibrées, qui sont mal gérées, mal conçues, mal conduites. Mais il n'y a pas de vérité fixe. Demain, ça pourrait être de nouvelles logiques que nous travaillons déjà aujourd'hui, il faut... Donc, que chaque Béninois se mette dans la dynamique du travail pour changer le Bénin, pour que chaque 1er août soit pour nous un moment de célébration des succès d'aujourd'hui et des succès à venir demain. Agapit Napoléon Maforican, merci. C'est déjà la fin de cette émission spéciale décryptage. Au cours de cette émission, avec notre consultant politique, nous avons commenté le discours prononcé par le chef de l'État, Patrice Talon, lors de la cérémonie de dévoilement du monument aux dévoués. Mais aussi, nous sommes revenus sur cette semaine très chargée du chef de l'État, Patrice Talon, qui a reçu son homologue français, Emmanuel Macron. Et pour finir, nous avons surfé également sur d'autres actualités. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.